Il y avait une robe de mariée inachevée, suspendue à l'unique fenêtre de l'atelier quand le téléphone de Valérie Moreau vibra pour la 3e fois ce matin-là. Elle ne regarda pas l'écran immédiatement. Elle termina d'abord le point qu'elle avait commencé. Un point invisible, le genre que personne ne remarque mais que tout le monde ressent au toucher. Puis posa l'aiguille sur la table en bois rayée et prit le téléphone d'une main, aux doigts légèrement rouges, marqué par des heures de travail dans le froid du sous-sol. La notification de la banque était claire, froide, sans la moindre concession, solde insuffisant. Loyer de l'atelier en retard depuis 2 mois, montant dû 4 600 €, et en dessous, un message du propriétaire, M. Bertrand, 68 ans, qui louait cet espace depuis 22 ans à différents artisans du quartier du Sentier. Mademoiselle Moreau, je suis dans l'obligation de vous transmettre la notification de reprise des lieux. Vous avez 15 jours. Valérie lut le message 2 fois. Puis une 3e, pas parce qu'elle ne comprenait pas les mots, mais parce que chaque lecture lui donnait quelques secondes supplémentaires avant de devoir admettre que c'était réel. Elle était assise par terre, dos contre le mur de pierre humide, entourée de rouleaux de tissu, de mannequins couverts de toile blanche, de carnets remplis de croquis et de liasses de patrons découpés. L'atelier du sous-sol du passage du Caire avait exactement 42 mètres carrés, un plafond bas, une seule ampoule centrale et une fenêtre en soupirail qui donnait sur les pieds des passants. C'était froid en hiver, étouffant en été, et absolument parfait pour travailler. Valérie l'aimait d'un amour pratique et entêté, le genre d'amour qu'on développe pour les choses imparfaites auxquelles on a consacré des années. Elle avait 31 ans. Elle avait commencé à coudre à 9 ans, sur la vieille machine Singer de sa mère, dans leur appartement de la rue du Faubourg Saint-Denis. Elle avait fait l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, en travaillant le week-end, dans une blanchisserie pour payer ses fournitures. Elle avait passé 4 ans en maison de couture, d'abord en altération, puis en atelier flou, avant de quitter pour travailler seule, parce qu'elle ne supportait pas de coudre des vêtements dans lesquels elle ne croyait pas. L'atelier du Sentier était son territoire, son laboratoire, sa preuve que c'était possible, et maintenant 15 jours. Elle posa le téléphone à plat sur le sol, regarda le plafond un long moment et se permit exactement 3 minutes de panique silencieuse. C'était une règle qu'elle s'était fixée des années auparavant. Paniquer était autorisé, mais avec une limite de temps. Après 3 minutes, on agissait. Le problème n'était pas seulement le loyer de l'atelier. Si c'était seulement ça, elle aurait trouvé une solution, un prêt, une commande urgente, la vente d'une pièce de collection. Le problème, c'était que sa mère, Madame Claire Moreau, 60 ans, était en convalescence depuis 6 semaines à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après un AVC léger survenu un mardi soir, sans signe avant-coureur, alors qu'elle épluchait des carottes dans sa cuisine de la rue de la Roquette. L'assurance santé complémentaire que Valérie payait, 1 200 € par mois, une somme qui lui tordait les côtes chaque premier du mois, couvrait la kinésithérapie 3 fois par semaine, indispensable pour la récupération motrice de sa mère. Interrompre ces séances n'était pas une option, ne l'avait jamais été. Valérie n'avait pas de père dans l'équation. Pas de frère, pas de sœur. Elle était fille unique d'une femme seule qui avait tout donné pour que sa fille apprenne à coudre ce qu'elle voulait, pas ce qu'on lui demandait. Elle se releva, alla jusqu'à la petite cafetière italienne posée sur un guéridon dans le coin gauche de l'atelier, fit couler un expresso serré, le but debout, les yeux sur la robe suspendue à la fenêtre. La soie ivoire captait la lumière grise du matin parisien et la renvoyait en nuances de blanc cassé et d'or pâle. C'était une commande pour un mariage en décembre, une cliente exigeante qui avait changé d'avis sur l'encolure 3 fois. Valérie avait absorbé chaque modification sans se plaindre, parce que c'était son travail et parce qu'elle savait que ce que les gens cherchaient dans une robe de mariée n'était jamais vraiment une robe. C'était une certitude. Une preuve que quelque chose de beau pouvait être réel et solide en même temps. Elle n'avait jamais pensé au mariage pour elle-même, pas par amertume, mais par manque de temps concret pour y penser.
Il y avait toujours une commande urgente, une facture à payer, une séance de kiné de sa mère à organiser. Son téléphone vibra de nouveau. Ce n'était pas un message de la banque, c'était un numéro inconnu, avec un indicatif qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Pas un particulier, manifestement. Elle laissa passer. 2 minutes plus tard, un SMS. Cabinet Ferrand, un associé. La Défense. Objet confidentiel. Merci de nous rappeler dans la journée. Ref. Dossier Diop. Elle fixa le mot. Diop. Elle ne connaissait personne qui s'appelait Diop. Elle rappela à 10 heures du matin, debout dans la rue devant le passage du Caire, le col de son manteau relevé contre le vent d'octobre qui descendait le long des façades haussmanniennes. Une voix féminine, professionnelle, parfaitement calibrée, lui expliqua en termes précis qu'elle était invitée à se présenter dans les locaux du cabinet cet après-midi même pour une proposition contractuelle d'ordre privé. Aucun détail supplémentaire par téléphone. La confidentialité du dossier l'imposait. Valérie raccrocha, réfléchit 30 secondes et décida que n'importe quoi valait mieux que 15 jours de délai et 4 600 € qu'elle n'avait pas. Elle arriva à la Défense à 14h30. Le cabinet Ferrand & Associés occupait le 19e étage d'une tour de verre qui reflétait les nuages bas de l'après-midi. La salle de réunion où on la fit attendre avait des murs de verre, une table en acier brossé, des chaises en cuir crème et une vue sur le parvis de la Défense où les gens marchaient vite, tête baissée dans le vent. Valérie portait son meilleur manteau, un camel à double boutonnage qu'elle avait cousu elle-même 3 ans auparavant, et ses chaussures noires qui claquaient légèrement sur le carrelage. Elle avait attaché ses cheveux. Elle avait l'air exactement de ce qu'elle était, quelqu'un d'ordinaire dans un endroit extraordinaire qui n'en était pas intimidé. Maître Ferrand, 60 ans passés, cheveux gris, costume anthracite, lui exposa la proposition en 20 minutes chrono, avec l'efficacité de quelqu'un qui avait l'habitude de dire des choses difficiles à des gens qui ne s'y attendaient pas. Monsieur Raphaël Diop, 43 ans, fondateur et PDG de Diop Capital, un fonds d'investissement dont les actifs dépassaient plusieurs milliards d'euros, avait besoin d'un mariage légal avant la fin du mois de novembre. La raison était contractuelle et statutaire. Le règlement interne du fonds familial, rédigé par son père Henri Diop plus de 20 ans auparavant, stipulait que le gestionnaire principal ne pouvait exercer un contrôle intégral sur les actifs qu'à condition d'être marié passé l'âge de 40 ans. Une clause archaïque, fruit d'une époque et d'une conception précise de la stabilité, mais juridiquement valide et actuellement invoquée par une partie du conseil d'administration. Le contrat proposé était le suivant. 18 mois de mariage légal, 45 000 € par mois versés sur un compte à son nom, plus 250 000 € à la signature, plus la mise à disposition d'un appartement de 300 mètres carrés dans le 16e arrondissement pour la durée du contrat. En échange, présence à des événements formels, discrétion absolue sur la nature de l'accord et respect d'un cadre de cohabitation minimal défini par une annexe. Valérie écouta tout sans l'interrompre. Elle avait les mains posées à plat sur la table, immobile. Quand Maître Ferrand eut terminé, le silence dura quelques secondes. « Et Monsieur Diop lui-même » dit-elle. « Il est où, là ? En déplacement à Francfort, il rentrera vendredi. Il sait à quoi je ressemble ? Il a été informé de votre profil professionnel. » Valérie hocha la tête très lentement. Elle regarda par la vitre le parvis en contrebas, les petites silhouettes qui marchaient, les pigeons sur le rebord d'une fontaine à sec. Quelque part dans cette ville, sa mère faisait ses exercices de kinésithérapie avec les mains d'un praticien attentif. Quelque part dans le passage du Caire, sa robe de mariée inachevée attendait suspendue à une fenêtre. « Je peux avoir 24 heures ? Vous avez jusqu'à demain 16 heures. » Elle passa la nuit assise sur le sol de l'atelier, entourée de tissus, le contrat imprimé en 87 pages, posé devant elle. Elle le lut en entier, 2 fois. Elle avait un dictionnaire juridique ouvert sur son téléphone et elle nota dans un carnet les clauses qui lui semblaient floues, les marges de protection qui lui étaient accordées, les conditions de sortie anticipées.
Elle n'était pas avocate, mais elle avait signé suffisamment de contrats de commande, de cession de droits, de location commerciale, pour savoir lire un document avec les yeux de quelqu'un qui ne se laisse pas piéger par les formulations élégantes. À 3 heures du matin, elle posa le stylo. Elle pensait à sa mère, aux mains de sa mère sur la vieille Singer guidant les siennes quand elle était enfant, à la façon dont Madame Claire avait dit 6 semaines auparavant depuis le lit de l'hôpital, avec le sourire un peu de travers que l'AVC avait laissé en souvenir. « Ne t'inquiète pas pour moi, occupe-toi de toi ». Ce n'était pas de la charité, elle savait faire la différence. Elle avait lu le contrat, il était clair, équitable dans ses clauses de protection et ne lui demandait rien qu'elle ne soit capable de donner sans se perdre. Sa présence, sa discrétion, son temps. « C'est du travail », se dit-elle, « rien de plus ». Le lendemain, à 15h45, elle signa. Raphaël Diop rentra de Francfort le vendredi soir, à 22 heures passées, avec un retard de train de 40 minutes et une réunion de 8 heures dans les jambes. Il posa son sac dans l'entrée de l'appartement du 16e arrondissement, 180 mètres carrés pour lui seul, parquet en chêne clair, bibliothèque sur le mur entier du salon, cuisine ouverte qu'il n'utilisait presque jamais, et constata que rien n'avait changé. Silencieux, ordonné. Froid dans le sens propre du terme, parce qu'il avait laissé le thermostat à 17 degrés en partant et qu'il n'y avait personne pour le modifier en son absence. Il réchauffa de l'eau pour un thé, s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur et travailla encore 2 heures avant d'aller se coucher. Il n'avait pas repensé au contrat depuis qu'il avait donné son accord à Maître Ferrand. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la concentration. Raphaël Diop avait appris très jeune à ne penser qu'à ce qui était immédiatement devant lui, parce que c'était la seule façon de ne pas se disperser. À Saint-Denis, où il avait grandi jusqu'à 17 ans dans un appartement du quartier Franc-Moisin avec sa mère Hélène et les silences encombrants laissés par l'absence de son père Henri. Présent financièrement, absent physiquement, fondateur d'un fonds qui portait un nom composite, Diop, comme pour cimenter quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment construit, Raphaël avait appris que l'avenir ne se rêvait pas. Il se calculait. La bourse en mathématiques au lycée Louis-le-Grand à 16 ans. Sciences Po et HEC en parallèle, les premières années dans un fonds américain à Londres. Le retour à Paris à 32 ans, avec assez de capital et de contacts pour lancer Diop Capital depuis un bureau de 20 mètres carrés loué à la semaine à la Défense. 11 ans plus tard, le fonds pesait plusieurs milliards. Le bureau de 20 mètres carrés était devenu 3 étages d'une tour de verre. Et lui dormait toujours mal. Le mélatonine était dans le tiroir de la table de chevet depuis 4 ans. Il n'en prenait pas toutes les nuits, seulement quand l'esprit ne voulait pas s'arrêter, quand les chiffres continuaient de tourner derrière les paupières fermées comme des tableaux de bord qui ne s'éteignaient jamais. Certaines nuits, il restait allongé dans le noir à écouter Paris. Les voitures sur l'avenue, le bruit lointain du RER, le silence particulier du 16e à 2 heures du matin, un silence huilé et confortable que les gens confondaient avec la paix, mais qui n'était pour lui que l'absence de bruit. Il avait 43 ans. Sa dernière relation sérieuse remontait à 5 ans, avec une avocate d'affaires prénommée Sophie, intelligente et ambitieuse, qui avait compris avant lui qu'il fonctionnait comme 2 entreprises en partenariat plutôt que comme 2 personnes qui se choisissaient. La séparation avait été cordiale, bien gérée, presque professionnelle. Ça lui avait appris quelque chose qu'il n'aimait pas savoir sur lui-même. Le contrat avec Valérie Moreau était, dans son esprit, une solution à un problème structural, efficace, limité dans le temps, sans ambiguïté émotionnelle. Il rencontra Valérie Moreau pour la première fois le samedi matin, 10 heures, dans le hall du cabinet Ferrand, où Maître Ferrand avait organisé une brève réunion de formalité avant la signature définitive commune et la remise des clés de l'appartement du 16e.
Elle arriva avec exactement 3 minutes d'avance. Elle portait le même manteau camel de la première fois. Il ne le sut que plus tard, quand il apprit à regarder les vêtements qu'elle portait avec l'attention qu'ils méritaient, et un sac en tissu brun sur l'épaule, qui semblait contenir plusieurs carnets. Elle lui tendit la main sans sourire excessif, avec la solidité de quelqu'un qui signe un bail commercial, pas un contrat de mariage. Valérie Moreau, Raphaël Diop. Leurs mains se serrèrent 2 secondes. Il nota qu'elle avait les doigts légèrement calleux du côté de l'index et du majeur droit. Les marques de l'aiguille, il le comprendrait après. Elle nota qu'il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La peau sombre, les yeux d'une attention particulière, comme quelqu'un qui observe tout sans en avoir l'air. La réunion dura 40 minutes. Ils signèrent les dernières pages ensemble, séparément dans leurs espaces respectifs de la table en acier. Maître Ferrand remit à Valérie une enveloppe avec les codes d'accès de l'appartement et les coordonnées du gestionnaire de l'immeuble. 250 000 € seraient sur son compte lundi matin. En sortant dans le parvis vanté de la Défense, ils marchèrent quelques mètres côte à côte, en silence. « L'appartement a une chambre supplémentaire qui donne sur le jardin intérieur, » dit Raphaël. « Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. »« Pour mon atelier, » dit-elle, « j'aurai besoin de lumière naturelle et de prises électriques en nombre. Je vérifierai avec le gestionnaire. »« Merci. » Ce fut leur première vraie conversation. Ils prirent 2 RER différents. L'appartement du 16e arrondissement était au 5e étage d'un immeuble haussmannien avenue de la Tour, avec des moulures au plafond, des fenêtres à 3 battants, un parquet point de Hongrie qui craquait légèrement dans le couloir central, et un jardin intérieur silencieux où un marronnier perdait ses feuilles rousses en ce début d'octobre. 300 mètres carrés décorés avec le goût de quelqu'un qui avait dépensé beaucoup d'argent en choisissant des choses belles mais sans chaleur. Canapés gris anthracite, lampes de designer, livres sur des étagères qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Valérie fit le tour de l'appartement seule le premier soir, les mains dans les poches, méthodique. Elle ouvrit les placards, mesura les espaces à l'œil, testa les interrupteurs. La chambre qui donnait sur le jardin avait une double fenêtre et 4 prises murales. Elle y installa ses affaires le lendemain avec l'aide d'un ami qui avait une camionnette, 2 mannequins, 3 valises de tissu, la machine à coudre industrielle, les cartons de fourniture, les portants métalliques. En 2 heures, la chambre blanche et vide était devenue un atelier compact et fonctionnel, traversé par la lumière claire du matin. Raphaël rentra à 19 heures. Il s'arrêta une seconde sur le seuil de la chambre devenue atelier. La porte était ouverte. Les mannequins projetaient des ombres longues sur le plafond. Une odeur légère de tissu neuf flottait dans l'air, puis continua vers son bureau sans commentaire. Le premier mois fut ce qu'il devait être. Fonctionnel. Ils vivaient en parallèle, 2 trajectoires dans le même appartement, se croisant dans le couloir avec la courtoisie précise de 2 voyageurs dans un wagon couchette. Raphaël se levait à 5h30. Valérie entendait le bruit de ses longueurs dans la piscine de la résidence, un bruit sourd, régulier comme un métronome, depuis sa chambre. À 7 heures, il était parti. Elle prenait son café seule dans la cuisine, regardait par la fenêtre les feuilles du marronnier tomber une par une sur le gravier du jardin intérieur, puis allait travailler. Le soir, il rentrait entre 19h et 22h selon les jours. Elle était le plus souvent encore dans l'atelier, penchée sur une table lumineuse ou à la machine, la lumière de la lampe de travail découpant une tache blanche dans la pénombre du couloir. Ils se croisaient dans la cuisine. L'un chauffait quelque chose, l'autre buvait de l'eau. Ils échangeaient quelques mots. « Bonne nuit, bonne journée, est-ce que tu as vu mes clés ?» et repartaient chacun de leur côté. Les événements publics étaient différents. Il y en avait 3 ou 4 par mois. Dîners avec des investisseurs, conférences, réceptions dans des hôtels particuliers du 7e ou de Neuilly. Valérie s'habillait avec les vêtements qu'elle cousait elle-même. Des pièces sobres et précises, bien coupées, qui ne ressemblaient à aucune autre, et tenait son rôle avec une aisance naturelle qui surprit Raphaël dès le premier soir. Elle écoutait vraiment quand on lui parlait. Elle posait des questions pertinentes.
Elle ne cherchait pas à impressionner et c'était précisément pour ça qu'elle impressionnait. En voiture, sur le chemin du retour après le premier dîner officiel, Raphaël avait dit « Tu as bien géré la question de M. Beaumont sur les marchés émergents. Il ne cherchait pas vraiment une réponse, avait-elle dit. Il cherchait à voir si j'allais paniquer. Je n'ai pas paniqué. » Raphaël avait regardé par la vitre les lumières de Paris défiler sur le boulevard Haussmann. Il n'avait rien répondu, mais quelque chose dans sa posture s'était légèrement modifié. Un détail imperceptible, les épaules un peu moins serrées peut-être, ou la façon dont ses mains sur le volant avaient relâché une pression qu'elle maintenait depuis le départ. Ce fut la première fois qu'il la regarda vraiment. La nuit où Raphaël la trouva penchée sur la robe de mariée, il était 23 heures passées et il revenait d'une conférence téléphonique avec Singapour qui avait duré 2 heures de plus que prévu. Il traversa le couloir vers la cuisine pour chercher de l'eau et vit la lumière sous la porte de l'atelier, une ligne jaune fine sur le parquet sombre, et entendit le bruit caractéristique de la machine à coudre, ce ronronnement régulier qui lui était devenu familier sans qu'il s'en rende compte. Il poussa la porte doucement, sans frapper, parce qu'il pensait juste passer la tête pour vérifier que tout allait bien. Valérie était assise à la table de travail, le buste incliné en avant, les 2 mains guidant le tissu sous l'aiguille avec une précision de chirurgienne. La lampe de travail éclairait la zone immédiate d'un blanc intense qui faisait ressortir le crème ivoire de la robe étalée sur la table, les reflets de la soie, les épingles alignées le long de l'ourlet comme une rangée de petites lumières. Elle portait un vieux sweatshirt gris, les cheveux attachés en arrière avec un crayon passé dans le chignon, les pieds nus sur le parquet froid. Elle ne l'entendit pas entrer. Raphaël resta sur le seuil quelques secondes sans parler. Il y avait quelque chose dans cette image, la concentration absolue, l'atelier encombré et vivant au milieu de l'appartement froid, les mannequins qui projetaient des ombres immobiles sur les murs, qui créaient une dissonance avec tout ce qu'il connaissait de ses soirées habituelles dans cet appartement. Une présence, pas seulement une personne, mais une présence qui occupait l'espace différemment. Il alla dans la cuisine, remplit un verre d'eau du robinet, revint jusqu'à l'atelier et le posa sans bruit sur le coin de la table, à portée de sa main droite. Valérie leva les yeux une fraction de seconde. « Merci », dit-elle, la voix légèrement rauque d'avoir gardé le silence depuis des heures. Elle ne s'arrêta pas de coudre. Raphaël s'appuya contre le chambranle de la porte. Il aurait dû partir. Il avait des documents à relire avant demain matin, un mémo à rédiger pour une réunion à 8 heures. Il le savait. Il resta quand même, les bras croisés, regardant les mains de Valérie travailler sur la soie. « C'est pour quand ?» dit-il après un moment. « Dans 10 jours. » Elle s'arrêta, coupa un fil, examina la couture à la lumière. La cliente a changé d'avis sur la longueur de la traîne il y a 5 jours. Donc je reprends tout l'ourlet à la main. À la main. La machine ne donne pas le même tombé. Ça se voit au mouvement. Elle leva brièvement les yeux vers lui. Probablement pas quelque chose que tu vérifies quand tu regardes une robe. Probablement pas, reconnut-il. Il y eut un silence confortable. Pas le silence creux de leur premier jour dans l'appartement, mais quelque chose de plus dense, habité par le bruit de l'aiguille et le craquement lointain du marronnier dans le jardin intérieur. « Tu as mangé ?» dit-il. « Pas depuis midi. » Il disparut dans la cuisine. Elle l'entendit ouvrir le réfrigérateur, faire chauffer quelque chose, le bruit de la casserole sur la plaque à induction. 10 minutes plus tard, il revint avec un bol de soupe réchauffée, la soupe de légumes qu'elle avait préparée la veille et laissée au frigo, et le posa à côté du verre d'eau. Cette fois, Valérie s'arrêta. Elle regarda le bol, puis lui, avec une expression brève et indéchiffrable, pas tout à fait de la surprise, pas tout à fait de la méfiance, quelque chose entre les deux qui cherchait sa propre définition. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle. Je sais. » Il prit le fauteuil dans le coin de l'atelier, un vieux fauteuil en velours bordeaux qu'elle avait apporté de l'atelier du Sentier parce qu'il était parfait pour vérifier les patrons à distance, et ouvrit son ordinateur. Ils restèrent là, lui à travailler dans le fauteuil, elle à coudre sous la lampe, jusqu'à presque minuit et demi, sans se parler beaucoup.
juste présents dans le même espace, chacun concentré sur sa propre chose, dans un silence qui n'avait rien d'inconfortable. En partant vers sa chambre, Raphaël s'arrêta sur le seuil. « La robe est très belle, dit-il. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Elle finissait un point délicat. Puis, sans lever les yeux, « Elle sera parfaite dans 10 jours. » Ce n'était pas de la modestie. C'était simplement un fait qu'elle énonçait avec la même certitude qu'un ingénieur annonçant une tolérance de construction. Raphaël le comprit ainsi et alla se coucher avec quelque chose d'inhabituel dans la poitrine. Pas tout à fait une émotion, ou peut-être une émotion si longtemps absente qu'il ne savait plus lui donner de nom. La connexion entre eux se construisit comme elle cousait, point par point, invisible de loin, solide de près. Un jeudi de la 3e semaine, Valérie était au téléphone avec un fournisseur de Lyon, un homme du nom de Monsieur Grange, spécialiste en dentelle et broderie de tradition. Et Raphaël travaillait à la table du salon, à 4 mètres d'elle, sur une analyse de portefeuille. Il n'écoutait pas, ou du moins il n'avait pas l'intention d'écouter. Mais sa voix portait avec une conviction particulière, et les mots traversèrent la concentration qu'il maintenait sur ses tableaux. « Non, monsieur Grange, la dentelle synthétique ne conviendra pas. Je comprends que le délai est serré, mais ce n'est pas négociable. » Une pause. Parce que la texture raconte une histoire. Un matériau synthétique, ça ment. Ça imite sans porter la mémoire. Et les clientes le sentent, sans pouvoir le formuler. Elles diront simplement que le vêtement ne leur ressemble pas. Moi, je sais pourquoi. Raphaël posa les yeux sur l'écran sans le voir. Il y avait quelque chose dans cette formulation. La texture raconte une histoire, le matériau baisse-mente, qui résonnait avec une précision inattendue dans un endroit de sa pensée habituellement réservé aux structures financières. Il pensa, sans le vouloir vraiment, que c'était exactement le genre de choses qu'il cherchait à expliquer quand il parlait de la différence entre un fonds géré avec intégrité et un fonds qui optimisait les apparences à court terme. La forme différente, le fond identique. Il ne le dit pas. Mais il arrêta de taper pendant 3 minutes et écouta la fin de la conversation. Le samedi suivant, le contrat l'exigeait. Visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour voir Madame Claire Moreau dans le cadre des apparences publiques du couple. Valérie lui avait expliqué la situation simplement, sans dramaturgie. Sa mère était en convalescence d'un AVC. Les visites le week-end faisaient la partie de sa semaine, et comme il pouvait croiser des connaissances communes ou des médecins, il valait mieux y aller ensemble au moins une fois. Raphaël s'y attendait à une visite d'une 20aine de minutes. Un bonjour poli, quelques mots de courtoisie, la case cochée. Il resta presque 1 heure. Madame Claire Moreau était une petite femme aux cheveux blancs, coupés courts, au regard vif que l'AVC n'avait pas du tout entamé, et qui observait les gens avec la même acuité tranquille que sa fille. Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre quand ils entrèrent, une couverture sur les genoux, un livre de mots croisés ouvert à la page du milieu. Elle embrassa Valérie avec les 2 mains, puis tendit la main à Raphaël, avec un sourire légèrement de travers, mais absolument sincère. « Asseyez-vous donc !» dit-elle. « Les chaises sont inconfortables, mais c'est pareil partout dans les hôpitaux. » Raphaël s'assit. Valérie s'occupa des fleurs qu'elle avait apportées, chercha un vase, s'éloigna vers le couloir. Et Madame Claire, sans transition et sans gêne, demanda à Raphaël où il avait grandi. « À Saint-Denis, dit-il. » Elle hocha la tête avec la satisfaction de quelqu'un dont la lecture des gens est confirmée. « Le quartier Franc-Moisin ? Non loin. J'y avais une amie dans les années 80. On allait au marché ensemble le samedi matin. C'était vivant là-bas, bruyant mais vivant. » Elle le regarda un moment. La ville a changé, pas forcément en mieux, pas forcément en mal. Elle a changé. Ils parlèrent de Saint-Denis des années 80, de la façon dont Paris s'était transformé depuis, des marchés qui disparaissaient, des boulangeries de quartier remplacées par des enseignes nationales, de ce que ça voulait dire de revenir dans une ville qu'on connaît, mais qui ne vous reconnaît plus tout à fait. Madame Claire parlait avec cette aisance particulière des gens qui ont beaucoup vécu et ne voient plus l'utilité de filtrer. Raphaël répondait avec une sincérité qu'il n'avait pas prévue.
Quand Valérie revint avec le vase et les tulipes jaunes arrangées dedans, elle s'arrêta sur le seuil de la chambre une seconde. Sa mère riait d'une anecdote que Raphaël venait de terminer. Un rire petit mais réel, le genre de rire qu'elle n'avait plus souvent depuis l'hôpital. Et Raphaël avait les coudes posés sur les genoux, le buste légèrement en avant, dans la posture de quelqu'un qui écoute vraiment. Valérie posa les fleurs sur la table de nuit en silence et s'assit de l'autre côté sans interrompre la conversation. En partant, dans le couloir aux lumières fluorescentes qui donnait sur l'ascenseur, Madame Claire prit la main de Valérie et l'attira vers elle pour l'embrasser. Dans ce mouvement, distraitement, les yeux encore tournés vers Raphaël qui attendait à 2 mètres, elle dit « Au revoir, mon fils ». Ce n'était pas un lapsus intentionnel. C'était le genre d'erreur que font les gens qui pensent à ce qu'ils voient plutôt qu'à ce qu'ils savent. Raphaël entendit. Il ne dit rien. Il pressa le bouton de l'ascenseur et attendit, le regard sur les portes métalliques. Mais quelque chose s'était noué dans sa gorge, quelque chose de chaud et d'inattendu, difficile à localiser précisément, comme si un mot qu'il avait cessé d'attendre venait de tomber dans un espace qu'il avait oublié garder ouvert. Dans le taxi du retour, ils ne parlèrent pas beaucoup. Paris défilait par les vitres, les lumières du boulevard de l'hôpital, les platanes dépouillés, les terrasses de café fermées pour la saison. Valérie regardait dehors. Raphaël regardait ses propres mains posées sur ses genoux. « Ta mère est quelqu'un de remarquable, dit-il finalement. « Je sais, dit Valérie. Et puis, après une pause, elle a aimé te parler. Ce n'était pas une politesse, c'était une observation. Valérie ne disait pas les choses par politesse. Il commençait à le comprendre. Elle les disait quand elles étaient vraies et qu'elles méritaient d'être dites. Raphaël hocha la tête et regarda de nouveau par la vitre. Pas parce qu'il n'avait rien à répondre, mais parce que ce qu'il avait envie de dire était trop proche de quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Le vendredi où ils mangèrent ensemble sur le sol de l'atelier arriva sans prévenir, comme arrivent les moments qui comptent, sans signal, sans préparation, sans la solennité qu'on leur attribue après coup. Raphaël avait annulé un dîner d'affaires au dernier moment. Pas par choix. Une urgence contractuelle avec un fonds partenaire à Amsterdam avait bloqué ses après-midi et sa soirée entière sur des documents à réviser avant le lendemain matin 9 heures. Il avait envoyé ses excuses au restaurant, renvoyé son assistant chez lui et s'était installé à la table de la salle à manger avec 3 classeurs ouverts, son ordinateur et une lampe de bureau supplémentaire qu'il avait apportée depuis son bureau de la Défense. Valérie rentra vers 19h30 avec un sac en papier brun d'un petit restaurant de la rue de la Pompe. Un endroit sans prétention, zinc et carreaux de ciment, tenu par une famille portugaise depuis les années 90, que Valérie avait découvert en se perdant dans le quartier lors de sa première semaine. Elle avait pris 2 parts de tout, riz aux légumes, poulet rôti aux herbes, une salade de haricots blancs à l'ail et au persil. Elle n'avait pas prévu de partager. Elle passa devant la salle à manger, vit Raphaël entouré de classeurs, le visage dans la concentration totale de quelqu'un qui ne remarquerait pas un tremblement de terre à faible magnitude. Elle s'arrêta. « Tu as mangé ?» Il leva les yeux. « Pas encore ?» Elle alla chercher 2 assiettes, 2 fourchettes, revint. Ils s'installèrent sur le sol de l'atelier. Parce que la table de la salle à manger était entièrement occupée par les classeurs et que Valérie avait besoin de vérifier un patron en même temps qu'elle mangeait, assis dos contre le mur, les assiettes sur les genoux, la nourriture partagée entre eux dans les barquettes du restaurant. Il n'y avait pas de musique. Pas de conversation construite. Le riz sentait le thym et le citron, le poulet avait cette peau dorée et croustillante que seule une longue cuisson à basse température produit, et les haricots blancs avaient absorbé l'ail d'une façon qui rendit Raphaël conscient, pour la première fois depuis longtemps, qu'il avait réellement faim. Il mangea lentement, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Valérie mangeait en regardant un patron posé sur le sol devant elle, l'inclinant légèrement vers la lumière, par moments, puis reprenant une bouchée. Ce n'était pas de l'impolitesse, c'était simplement sa façon d'exister, présente à plusieurs choses à la fois, sans que l'une diminue les autres.
C'est où ce restaurant? Dit Raphaël. Rue de la Pompe, à 6 minutes à pied. Elle nomma l'endroit. Ils n'ont pas de carte, ils servent ce qu'ils ont. Ça change selon les jours. Et c'est toujours comme ça? Toujours. Elle prit une bouchée de haricots. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. C'est le genre d'endroit qui ne cherche pas à plaire à tout le monde et qui plaît à tout le monde quand même. Raphaël pensa à tous les restaurants où il avait dîné ces derniers mois. Tables étoilées, menus dégustation à 12 services, cave à vin consultée avec déférence. Et à combien de fois il avait mangé sans réellement goûter, les papilles occupées à faire de la représentation pendant que la tête continuait à travailler. Il ne dit pas ça à voix haute. Mais il finit son assiette entièrement, ce qui était rare. Ils restèrent sur le sol un moment après avoir fini, sans bouger immédiatement, dans ce court intervalle suspendu entre la fin d'une chose et le début de la suivante. Par la fenêtre de l'atelier, le jardin intérieur était noir et silencieux. Les dernières feuilles du marronnier pendaient aux branches dans l'air immobile de novembre. « Tu travailles sur quoi ce soir ?» dit Raphaël, les yeux sur le patron posé par terre. « Un manteau. » Elle le fit glisser vers lui avec un doigt. « Commande d'une cliente pour l'hiver. Laine double face, gris anthracite. Elle veut une coupe droite, mais elle a des épaules asymétriques, ce qui change tout au niveau du tombé. » Il regarda le patron, des lignes courbes tracées au crayon sur du papier de soie, des annotations en centimètres, des flèches indiquant des plis. « Comment tu corriges ça ?» Elle n'avait pas prévu qu'il poserait cette question. Elle regarda le patron un instant, puis expliqua, simplement, sans pédagogie condescendante, comment une épaule plus haute modifie la ligne d'encolure, comment on compense sans que la correction se voie, comment l'œil du porteur finit par percevoir l'équilibre sans jamais savoir pourquoi le vêtement lui va si bien. Elle parlait avec les mains, traçant des lignes dans l'air au-dessus du patron. Raphaël écouta sans l'interrompre. « C'est de la géométrie », dit-il quand elle eut terminé. « C'est de la géométrie appliquée à la façon dont les corps bougent, dit-elle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les corps ne sont pas des formes statiques. » Il y eut un silence, et dans ce silence quelque chose de différent des silences précédents, pas seulement confortable, mais chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne cherchait encore à formuler. Raphaël pensa à sa mère Hélène, qui lui avait toujours dit que la valeur réelle d'une chose se mesurait à la complexité cachée derrière sa simplicité apparente. Elle parlait de musique à l'époque, mais ça s'appliquait ici aussi. Ce fut cette nuit-là, en retournant à ses classeurs et en essayant de retrouver le fil de l'analyse qu'il avait laissé en suspens, que Raphaël Diop admit pour la première fois, à lui-même, et sans le formuler complètement, qu'il ne vivait plus dans son appartement de la même façon qu'avant. Quelque chose avait changé dans la texture du lieu, pas dans sa géographie, les murs étaient les mêmes, le parquet craquait aux mêmes endroits, les lampes de designer projetaient les mêmes cônes de lumière froide. Mais il y avait maintenant une lumière sous la porte de l'atelier le soir, un bruit de machine à certaines heures, une odeur de café différente le matin. Elle aimait le café long, lui l'expresso serré. Et parfois, en traversant le couloir, une musique très basse depuis la chambre de Valérie, quelque chose entre la chanson française des années 70 et quelque chose de plus contemporain qu'il n'arrivait pas à identifier. Il y avait une présence, et cette présence, contre toute logique contractuelle, lui manquait les soirs où elle était absente. Il ne fit rien de cette pensée, il la nota mentalement comme on note une anomalie dans un tableau de bord. Quelque chose à surveiller, pas encore à corriger. C'est Valérie qui rompit l'équilibre, sans le vouloir, un mardi soir de novembre. Elle revenait d'une visite à sa mère. Raphaël l'entendit rentrer, le claquement précis de ses talons dans le couloir, la façon dont elle posait ses clés sur le petit guéridon de l'entrée. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent dans le rythme, une lenteur inhabituelle, et quand il leva les yeux depuis son bureau, elle était sur le seuil du salon, le manteau encore sur le dos, et elle avait les yeux rouges, pas en train de pleurer, mais ayant pleuré pas longtemps auparavant. « Ça ne va pas », dit-il.
Elle secoua la tête avec une légèreté qui voulait dire « ça ira », mais ses mains trahissaient une tension dans la façon dont elle tenait les bretelles de son sac. « Le médecin dit que les progrès de ma mère stagnent depuis 2 semaines, dit-elle. Ce n'est pas une régression. Mais si ça continue, ils envisagent de modifier le protocole de rééducation, ce qui veut dire des séances supplémentaires, ce qui veut dire des coûts supplémentaires. » Elle énonçait les faits avec méthode, comme elle faisait toujours. Mais sous la méthode, il y avait quelque chose de très fatigué, le genre de fatigue qu'on accumule quand on tient seul un équilibre depuis trop longtemps. Raphaël posa son stylo. « Assieds-toi. » Elle hésita une seconde, puis s'assit dans le canapé gris anthracite, le manteau toujours sur elle, comme si enlever le manteau aurait été admettre quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. « Les coûts supplémentaires, dit-il. C'est couvert par le contrat, tu le sais. » « Je sais, dit-elle, ce n'est pas le problème financier qui me pèse ce soir. » Il attendit. C'est qu'elle m'a demandé si j'étais heureuse. Valérie regarda le jardin noir par la fenêtre. Elle a cette façon de poser les questions simples qui rendent les réponses compliquées. Je lui ai dit que oui, et c'était vrai, et ce n'était pas tout à fait vrai en même temps. Raphaël ne dit rien pendant plusieurs secondes. Dans l'appartement, le chauffage cliquetait doucement. Dehors, une voiture passa sur l'avenue, ses phares balayant brièvement le plafond. « Qu'est-ce qui était vrai ?» dit-il enfin. Elle tourna la tête vers lui. C'était la première fois depuis des semaines qu'ils se regardaient vraiment. Pas le regard d'événement public, pas le regard de politesse de couloir, mais un regard direct, dans la lumière tamisée du salon, à moins de 2 mètres de distance. « Que je suis moins seule qu'avant de signer, dit-elle. » Sa voix était posée, sans trembler, et c'était vrai. Mais je n'aurais pas dû le dire à ma mère, parce que maintenant, elle va imaginer des choses qui ne correspondent pas à la réalité du contrat. Raphaël garda les yeux sur elle. Et qu'est-ce qui n'était pas tout à fait vrai? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, alla vers la cuisine, remplit un verre d'eau. Quand elle revint, elle dit « Ce n'est pas important », avec la certitude de quelqu'un qui a décidé que c'était important, mais que ce n'était pas le moment. Il ne la força pas. Il se leva, alla chercher 2 tasses, fit chauffer de l'eau pour un thé, un geste d'une simplicité totale qui ne demandait rien en échange, et posa une tasse devant elle sans commentaire. Ils restèrent là encore 1 heure, lui lisant, elle regardant par la fenêtre, puis travaillant sur son téléphone. Pas de conversation construite. Juste la présence de l'un à côté de l'autre dans la lumière douce du salon, avec le bruit du chauffage et la nuit de Paris au dehors. C'est cette nuit-là que Raphaël comprit. Pas tout à fait, pas encore complètement, mais assez pour que ce soit réel, que ce qu'il ressentait n'était pas de la curiosité, pas de l'habitude, pas de la reconnaissance contractuelle. C'était quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait structurer, anticiper ou couvrir par une clause d'annexe. Quelques soirs plus tard, dans la cuisine, pendant qu'elle préparait du café et qu'il attendait debout contre le plan de travail, il dit, sans avoir préparé la phrase, ce qui ne lui ressemblait pas. « Je voudrais parler de renégocier les termes. » Valérie posa la cafetière. Elle ne se retourna pas immédiatement. Quand elle le fit, son visage avait repris cette expression qu'il avait appris à reconnaître. La garde haute, l'œil précis, le sourire absent. « Tu paies pour le papier, dit-elle, pas pour la personne. » Sa voix était calme et définitive comme une couture au point arrière. « Je ne confondrai jamais une chose avec l'autre. » Elle prit sa tasse et retourna dans l'atelier. Raphaël resta seul dans la cuisine, la cafetière entre les mains, avec le sentiment particulier d'avoir dit quelque chose de juste d'une façon si maladroite qu'il était arrivé comme quelque chose de faux. Il posa la cafetière, regarda ses mains, pensa que pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait aucune stratégie pour aller plus loin. Et cette absence de stratégie, inexplicablement, lui sembla être le signe le plus honnête qu'il ait eu depuis des années. La crise arriva un mercredi matin, avec la régularité brutale des choses qu'on redoute sans pouvoir les empêcher. Valérie la découvrit à 7h15, debout dans la cuisine avec son premier café, en ouvrant le site d'un journal économique qu'elle consultait parfois depuis qu'elle vivait dans cet appartement,
par curiosité professionnelle, parce que comprendre le monde de Raphaël lui semblait une forme de compétence utile dans son rôle. Le titre de l'article était sobre, presque clinique dans sa formulation, mais le contenu était une charge directe, Diop Capital, un mariage stratégique pour contourner un statut familial archaïque. La journaliste, une certaine Isabelle Renard, spécialiste des marchés financiers et des gouvernances de fonds privés, avait visiblement eu accès à des informations précises sur la clause du statut familial, sur le calendrier du mariage, et sur l'identité de Valérie, décrite comme une artisane du quartier du Sentier, sans lien connu avec le monde corporatif, formulation qui n'était pas fausse, mais qui portait, dans son choix de mots, tout le poids d'une disqualification. Il y avait une photo, prise lors du dernier dîner d'investisseurs dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, 3 semaines auparavant. On y voyait Valérie debout au bord d'un groupe de personnes en costume, son verre de vin à la main, le regard légèrement tourné vers la droite, vers la sortie, avec cette expression concentrée qu'elle avait toujours dans les espaces inconfortables. Non pas d'inconfort social, mais d'inconfort esthétique. Le genre de soirée où tout est cher et rien n'est beau. La légende disait Valérie Moreau-Diop lors d'une réception de Diop Capital. Son malaise visible interroge la nature de cette union. Valérie lut l'article 2 fois. Elle posa son café. Elle nota mentalement que la journaliste avait eu accès à des informations qui ne pouvaient pas venir de sources extérieures au conseil d'administration du fonds. Elle nota que la photo avait été prise d'un angle qui nécessitait d'être à l'intérieur de la salle, pas en dehors. Et elle nota, avec la précision froide qui prenait toujours le dessus quand les choses devenaient sérieuses, que quelqu'un à l'intérieur du cercle de Raphaël avait décidé que cette union devait être déstabilisée. Elle n'appela pas Raphaël. Il était déjà à la défense depuis 7 heures. Elle envoya un message bref. Article Renard, lu. Tiens-moi informé si ça escalade. Il répondit 3 minutes plus tard. Déjà en gestion avec l'équipe juridique. Ne t'inquiète pas. Elle posa le téléphone et alla coudre. L'escalade arriva 5 jours plus tard, par lettre recommandée adressée à Raphaël, avec copie transmise à Maître Ferrand. Convocation d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Diop Capital, à la demande de Madame Hélène Diop, actionnaire significative du fonds et mère de Raphaël, pour le lundi suivant à 10 heures. L'objet de la réunion, formulé dans un langage juridique précis, concernait la conformité du mariage contracté par le gestionnaire principal avec les exigences d'image et de crédibilité institutionnelle du fonds. Valérie reçut une copie du document par message de Maître Ferrand avec une note « Votre présence n'est pas requise. Monsieur Diop gère ». Elle lut la note, puis elle écrivit à Maître Ferrand « Je serai présente ». Il y eut un silence de 30 minutes dans la messagerie, puis « C'est votre droit ». Je vous envoie l'adresse. Le lundi matin, Valérie choisit ses vêtements avec soin. Pas pour impressionner, mais pour être précisément elle-même dans un espace conçu pour minimiser ce qu'elle représentait. Un ensemble qu'elle avait cousu elle-même l'année précédente. Pantalon droit en lainage marine, veste ajustée à col droit, une légère broche en argent sur le revers gauche que sa mère lui avait donnée à sa sortie de l'école de couture. Des chaussures noires à talons bas, les cheveux attachés en arrière, pas de bijoux supplémentaires. Rien qui cherchât à compenser, rien qui cherchât à s'excuser. La salle de réunion du cabinet se trouvait au 2e étage d'un immeuble de La Défense, différent de celui du cabinet Ferrand. Plus grand, plus solennel, avec une table en bois massif qui pouvait accueillir 20 personnes et des fenêtres donnant sur le parvis où les fontaines étaient éteintes pour l'hiver. Il y avait 9 personnes autour de la table quand Valérie entra, dont 4 membres du conseil qu'elle connaissait de vue pour les avoir croisés lors d'événements. Maître Ferrand assis à droite de la chaise vide de Raphaël, et, à l'extrémité opposée de la table, Madame Hélène Diop. Valérie la vit pour la première fois ce matin-là. Hélène Diop avait 69 ans, la peau sombre et lisse de quelqu'un qui a vieilli avec dignité plutôt qu'avec crème, les cheveux blancs tressés en couronne, un tailleur bordeaux d'une coupe impeccable.
Elle était petite et tenait une posture droite avec la solidité d'une femme qui n'avait jamais eu besoin d'une chaise confortable pour exercer son autorité. Son regard, quand il croisa celui de Valérie en entrant, ne scia pas. Raphaël était assis à mi-table, le visage fermé, les mains posées à plat devant lui. Il leva les yeux quand Valérie entra. Quelque chose traversa son regard. Pas de la surprise, il savait qu'elle viendrait depuis que Maître Ferrand l'avait prévenu. Mais quelque chose de plus difficile à nommer entre l'inquiétude et autre chose qui ressemblait à du soulagement. Valérie s'assit à côté de lui sans mot dire. Hélène Diop prit la parole sans préambule. Sa voix était posée, modulée, celle de quelqu'un qui avait l'habitude de parler dans des salles et de n'avoir pas à élever le ton pour être écouté. Elle présenta le dossier qu'elle avait constitué avec une méticulosité qui força l'admiration de Valérie, même dans les circonstances. Il contenait des coupures de presse, dont l'article d'Isabelle Renard, des relevés des événements publics depuis le début du mariage avec des annotations sur la cohérence perçue du couple et une analyse du profil public de Valérie. Formation, adresse professionnelle antérieure, chiffre d'affaires estimé de l'atelier, absence de toute connexion documentée avec le monde de la finance et de l'investissement. Ce mariage, dit-elle en posant le dossier au centre de la table, a été construit pour satisfaire une clause contractuelle. Je respecte la nécessité stratégique de cette démarche. Ce que je conteste, c'est l'impact sur la crédibilité institutionnelle du fonds. Elle fit une pause. Une artisane du sentier, sans ancrage dans notre secteur, présentée comme épouse du gestionnaire principal devant nos investisseurs institutionnels, envoie un signal qui fragilise la confiance que nous avons mis 20 ans à construire. Elle ne regarda pas Valérie en disant cela. Elle regardait le centre de la table, comme si Valérie était un élément de décor plutôt qu'une personne présente. Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il avait les mâchoires légèrement serrées, un muscle qui travaillait sous la peau de sa tempe gauche. Valérie le vit et comprit qu'il cherchait ses mots avec la prudence de quelqu'un qui sait que la première réponse qui lui vient n'est pas la bonne. Ce fut à ce moment-là que Valérie prit la parole. Elle ne se leva pas, elle ne haussa pas la voix, elle parla depuis sa chaise, calmement, les mains posées l'une sur l'autre sur la table, le regard dirigé directement vers Hélène Diop. « Excusez-moi, madame. » Sa voix ne tremblait pas. La crédibilité se construit avec le caractère, et le caractère n'a pas d'adresse. Le silence qui suivit dura peut-être 3 secondes. Mais 3 secondes, dans une salle de réunion silencieuse, valent beaucoup plus. Hélène Diop soutint son regard. Quelque chose dans les yeux de la femme plus âgée, une contraction brève, presque imperceptible, autour des paupières, indiqua qu'elle avait entendu. Pas qu'elle avait été convaincue, mais qu'elle avait entendu. Valérie se leva. Elle prit son sac, boutonna le premier bouton de sa veste et dit, sans s'adresser à personne en particulier, « Je vous souhaite une bonne réunion. » Elle sortit. Dans le couloir, en attendant l'ascenseur, elle avait les mains parfaitement immobiles le long du corps et quelque chose d'extrêmement lourd dans la poitrine. Pas de la tristesse, pas de la colère, mais cette fatigue profonde qui arrive quand on a tenu debout dans un endroit qui vous demandait de rester assis. Elle rentra à l'appartement du 16e en taxi. Elle alla dans l'atelier, sortit les malles de rangement du placard et commença à plier les tissus, à démonter les portants, à empaqueter les fournitures avec les mêmes gestes précis et méthodiques qu'elle avait eus en arrivant. En sens inverse, la machine à coudre dans sa housse, les carnets dans le sac en tissu, les mannequins démontés et posés debout contre le mur. Elle n'était pas en train de fuir. Elle était en train de reprendre ses affaires, ce qui était différent. Elle appela Maître Ferrand à 14 heures. « Je souhaite engager la procédure de résiliation anticipée du contrat, » dit-elle. « Pour les motifs prévus à l'article 7, alinéa 3. Atteinte à la dignité de l'une des parties. » Il y eut un silence. « Mademoiselle Moreau, je dois vous informer que les termes financiers en cas de résiliation anticipée sont... » « Je sais ce qu'ils sont, dit-elle. Je n'ai pas besoin de l'argent si le prix c'est ma dignité. » Elle raccrocha. Elle finit de faire ses malles.
Elle appela son amie avec la camionnette qui pouvait venir en fin d'après-midi. Elle avait trouvé une chambre chez une amie dans le 11e, le temps de remettre l'atelier du sentier en état, avec les 250 000 € déjà sur son compte, le loyer arriéré et plusieurs mois d'avance étaient couverts. Et elle avait refusé de se servir de cet argent pour autre chose depuis le début, le gardant intact comme on garde une sortie de secours. À 16h30, les malles étaient dans le couloir. L'atelier improvisé était redevenu une chambre blanche et vide, à l'exception de légères marques sur le parquet là où les pieds des portants avaient appuyé, des traces fines, presque invisibles, qui restaient. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Raphaël était rentré 2 heures plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta dans le couloir en voyant les malles. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Il n'avait pas l'air surpris. Il l'avait su d'une façon ou d'une autre, depuis qu'elle était sortie de la salle de réunion, mais il y avait dans son visage quelque chose de différent de toutes les expressions qu'elle lui connaissait. Pas la concentration fermée du travail, pas la politesse distante des premiers temps, pas même la chaleur progressive des dernières semaines. Quelque chose de plus nu que tout ça, quelque chose qui n'avait pas de nom professionnel. L'ascenseur était en face d'eux. Valérie avait une malle à chaque côté, le sac en tissu sur l'épaule, le regard ferme. Raphaël pouvait dire beaucoup de choses. Il pouvait offrir plus d'argent, il pouvait citer des clauses contractuelles. Il pouvait appeler Maître Ferrand, remettre la réunion du conseil, restructurer l'accord. Il ne fit rien de tout cela. Il dit, très bas, presque pour lui-même, autant que pour elle. Rien ne sera annulé. Valérie ne bougea pas. La phrase avait atterri d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée, pas comme une promesse, pas comme un argument, pas comme une formulation juridique, même si c'en était une en apparence. Elle connaissait les contrats. Elle en lisait depuis ses 22 ans. Des contrats de commande, des accords de cession, des baux commerciaux, des avenants, des clauses de résiliation avec leurs sous-alinéas et leurs conditions suspensives. Elle savait exactement ce que les mots signifiaient dans un document. Et elle savait avec la même certitude absolue que rien ne sera annulé, n'existait dans aucun document, dans aucun contrat qu'elle avait jamais signé, jamais rédigé, jamais lu. Cette phrase n'était pas du langage juridique. Elle n'appartenait à aucun registre professionnel, à aucune stratégie de négociation, à aucune tactique qu'un homme habitué à structurer ses communications pour produire des effets mesurables aurait choisi consciemment. C'était le langage de quelqu'un qui avait peur de perdre quelque chose de réel et qui n'avait plus les mots pour le dissimuler. Elle resta immobile dans le couloir, une malle de chaque côté, le sac sur l'épaule, et laissa passer le silence qui suivit la phrase. Un silence différent de tous ceux qu'ils avaient partagés, plus tendu, plus plein, comme un tissu tendu juste avant le point de rupture. Raphaël n'avait pas bougé non plus. Il était à 2 mètres d'elle, le manteau encore sur lui, les clés dans la main, et il la regardait avec cette attention totale qu'il réservait habituellement aux choses auxquelles il tenait vraiment, les données qui ne s'expliquaient pas facilement, les problèmes qui résistaient à la méthode. « Rien ne sera annulé », répéta-t-il, et cette fois, il y avait encore moins de contenance dans sa voix, juste le fait brut. Valérie posa lentement le sac en tissu sur le sol. Elle ne s'assit pas, ne se rapprocha pas. Elle resta debout, les bras le long du corps, et le regarda vraiment. Pas le regard d'événement public, pas le regard de cuisine à 7 heures du matin, mais le regard de quelqu'un qui décide de voir une chose sans filtre. « Tu sais ce que cette phrase signifie ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Elle ne figure dans aucun contrat. Non. Elle hocha la tête très lentement. Quelque chose se déposait en elle, comme des grains qui tombent au fond d'un verre et révèlent la clarté de ce qu'il reste au-dessus. Pas de la résignation. Quelque chose de plus précis que ça, une compréhension. Elle voyait maintenant, avec une netteté qui lui faisait légèrement mal, parce que les choses claires font souvent mal quand on avait décidé de ne pas les regarder, ce qui s'était construit dans cet appartement au fil des semaines.
Le coco d'eau posé sans bruit sur le coin de sa table de travail à 23 heures. La façon dont il avait écouté son appel au fournisseur de Lyon sans faire semblant de ne pas entendre. L'heure passée avec sa mère à l'hôpital, au-delà de ce que le contrat demandait, le bol de soupe réchauffé, le fauteuil Bordeaux qu'il n'avait jamais demandé à retirer de l'atelier. Le silence du vendredi soir sur le sol, avec le poulet rôti aux herbes et les haricots blancs à l'ail, et la façon dont ce silence-là n'avait rien eu à voir avec l'absence. C'était de la présence, une présence pleine et concrète, le genre qu'on ne peut pas simuler parce qu'elle passe par des détails que personne ne choisit consciemment de produire. Elle voyait aussi ce qu'elle avait refusé de voir en elle-même, que la garde haute qu'elle maintenait depuis le premier jour, le tupait pour le papier, pas pour la personne, était une protection légitime qui était devenue, avec le temps, une façon d'éviter d'admettre que les frontières du contrat s'étaient déplacées sans qu'elle le commande. Que moins seul était insuffisant pour décrire ce qu'elle ressentait dans cet appartement. Que les vendredis soirs sur le sol de l'atelier comptaient. « Montre-moi ça en dehors du contrat », dit-elle. Sa voix était posée, sans ultimatum, sans défi, sans la dureté qu'elle aurait pu y mettre et qu'elle choisit délibérément de ne pas y mettre. C'était une condition, pas une punition. La différence entre les deux était exactement ce que Raphaël méritait qu'elle fasse. Il la regarda encore 3 secondes, puis il posa ses clés sur le guéridon de l'entrée, le même geste qu'il faisait chaque soir en rentrant, mais avec quelque chose de différent dans la délibération du mouvement, comme s'il posait autre chose que des clés, et dit « D'accord ». Un seul mot, mais dit comme quelqu'un qui sait exactement ce qui l'engage. Valérie regarda les malles dans le couloir. Elle pensa à la chambre blanche et vide derrière elle, aux marques sur le parquet, là où les portants avaient appuyé. Elle pensa à sa mère à l'hôpital qui lui avait demandé si elle était heureuse et à la réponse qu'elle n'avait pas su finir. Elle pensa au fauteuil Bordeaux qu'elle avait apporté de l'atelier du Sentier et qui était resté dans la pièce même quand elle avait tout rangé. Elle ne défit pas les malles ce soir-là. C'était important. Défaire les malles le soir même aurait signifié que la phrase suffisait, qu'une formulation belle résolvait ce que des semaines de comportement concret devaient construire. Elle n'était pas ce genre de personne, et Raphaël commençait à le savoir. Mais elle ne les porta pas dans la camionnette non plus. Elle appela son amie pour reporter le déménagement, puis elle alla dans la cuisine, fit chauffer de l'eau et prépara 2 tasses de thé. Elle en posa une devant Raphaël, qui s'était assis à la table sans allumer son ordinateur, fait rare, noté intérieurement. Ils burent le thé en silence pendant un long moment. Dehors, la nuit de novembre était froide et nette, les lumières de l'avenue filtrées par les rideaux en lin que Valérie avait posés sur les fenêtres du salon 6 semaines auparavant, parce que ceux qui étaient là à son arrivée étaient trop épais et bloquaient la lumière du matin. « Il va falloir que tu parles au conseil », dit-elle finalement. « Je sais. Pas seulement du statut, de ta mère aussi. » Un silence. « Je sais. Est-ce que vous avez déjà parlé, elle et toi, pas en réunion, pas à travers des avocats ?» Raphaël entoura sa tasse de ses 2 mains. La question était simple et impossible en même temps, le genre de question dont on connaît la réponse avant de l'avoir formulée. « Pas depuis longtemps, » dit-il. Valérie hocha la tête. Elle ne dit pas « il faudrait que tu le fasses », parce qu'il le savait et que le répéter aurait été du bruit. Elle dit « elle t'a construit une cage avec le statut de son mari. Mais je pense qu'elle avait aussi peur de te perdre dans un monde où elle ne se reconnaissait plus. » Raphaël leva les yeux. « Ce n'est pas une excuse, » précisa Valérie. « C'est juste que les cages qu'on construit par amour sont plus difficiles à ouvrir que les autres, parce qu'elles ressemblent à de la protection. » Il y eut un long silence. Raphaël pensa à sa mère dans l'appartement de Saint-Denis, au sacrifice qu'elle avait fait pour que la bourse soit possible, à la façon dont elle avait regardé le monde de la défense, avec une fierté mêlée de quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer avec précision, de la vigilance peut-être, ou de la méfiance, ou simplement la lucidité de quelqu'un qui sait que les mondes qui vous acceptent ne vous appartiennent pas toujours. « Tu parles de ta mère aussi », dit-il doucement.
Valérie le regarda et pour la première fois de la soirée, quelque chose dans son visage s'adoucit. Pas beaucoup, mais suffisamment pour être visible. « Peut-être », dit-elle. Ce fut une des rares fois où elle n'eut pas la réponse toute faite. Et cette absence de réponse, dans la bouche d'une femme qui avait toujours les mots précis pour ce qu'elle voulait dire, était la chose la plus vraie qu'elle lui avait donnée depuis le début. Les jours qui suivirent furent différents des précédents d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait su décrire facilement à quelqu'un d'extérieur. Rien de spectaculaire, pas de déclaration, pas de geste théâtral, pas de soirée romantique dans un restaurant avec vue sur la Seine. Juste un ajustement dans la façon dont ils habitaient le même espace. Raphaël commença à rentrer plus tôt, 2 soirs par semaine, sans explication, et s'installait dans le fauteuil bordeaux de l'atelier avec son ordinateur. Valérie arrêtait de travailler à 22 heures au lieu de minuit, ce qui n'était pas un sacrifice mais un choix. Ils mangeaient ensemble le mercredi soir, pas au restaurant, jamais au restaurant, quelque chose de simple préparé dans la cuisine de l'avenue de la Tour, les deux debout au plan de travail, à se passer les ingrédients avec la décontraction de gens qui se connaissent depuis longtemps. Ce n'est pas de là que vint la preuve que quelque chose avait vraiment changé. La preuve vint un jeudi matin 3 semaines après la nuit des Malles, quand Raphaël se présenta devant le conseil d'administration de Diop Capital. Sans maître Ferrand, sans stratégie de communication préparée, sans le mémo rédigé par son équipe juridique, et annonça que le statut familial serait soumis à un vote de révision lors de la prochaine assemblée annuelle, et que sa valeur en tant que gestionnaire principal ne serait plus jamais définie par une clause rédigée avant sa naissance par un père qui n'avait pas pris la peine d'être présent à ses 17 premières années. Il dit ça exactement comme ça. Pas avec de la colère, avec la précision tranquille de quelqu'un qui a compris quelque chose une bonne fois pour toutes. Hélène Diop était dans la salle. Elle l'écouta sans l'interrompre. À la fin, quand il eut terminé, elle resta immobile dans son tailleur bordeaux pendant plusieurs secondes. Puis elle dit, sans regarder personne en particulier, « Ton père aurait été incapable de dire ça. Ce n'était pas de la tendresse, mais ce n'était pas de l'opposition non plus. C'était une reconnaissance, formulée de la seule façon dont Hélène Diop savait formuler les reconnaissances, latéralement, à travers la comparaison, sans jamais nommer directement ce qu'elle admirait. Raphaël l'appela le soir même. Ils parlèrent 40 minutes au téléphone. Pas de la Réunion, pas du fond, mais de Saint-Denis des années 80 et de ce que ça avait voulu dire d'y élever seul un enfant exceptionnel dans un monde qui ne voyait pas encore ce qu'il deviendrait. Ce fut la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des années. La première fois que Raphaël en parla à Valérie, assis sur le sol de l'atelier, un vendredi soir avec leurs assiettes sur les genoux, riz, légumes, poulet du restaurant de la rue de la Pompe, ritualisé maintenant sans qu'ils en aient jamais décidé formellement, elle écouta jusqu'à la fin, sans l'interrompre. Puis elle dit « Est-ce que tu te sens différent ?»« Oui, dit-il. Comment ?» Il réfléchit un moment, les yeux sur le jardin intérieur où les premières neiges de décembre avaient déposé une fine couche blanche sur les branches nues du marronnier. « Moins seul, dit-il. » Ce furent exactement les mots qu'elle avait utilisés 2 mois auparavant dans la cuisine en parlant de sa mère. Il ne le savait peut-être pas, mais elle, oui. Elle prit une bouchée de riz et ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, moi aussi. Et c'était vrai cette fois, complètement et sans réserve. Pas vrai et pas tout à fait vrai comme elle l'avait dit à sa mère. Vrai dans les 2 sens en même temps, sans clause, sans annexe, sans condition suspensive. Le mois de janvier arriva sur Paris avec la clarté particulière des débuts d'année dans les villes froides. Une lumière blanche et nette qui rendait tout plus précis, les façades, les ombres, les contours des choses, comme si l'hiver avait décidé de rendre visible ce que les autres saisons laissaient flou. Valérie travaillait sur une nouvelle commande ce matin-là, une veste en velours bordeaux pour une cliente du 8e arrondissement, quand Raphaël frappa à la porte ouverte de l'atelier. Ce geste qu'il avait adopté naturellement au fil des semaines,
frappait même quand la porte était ouverte, parce qu'il avait compris que l'atelier était son espace propre, et que y entrer sans signe demandait une permission que la géographie seule ne donnait pas. « Tu as 1 heure ?» dit-il. Elle leva les yeux depuis la veste. Il portait un manteau qu'elle ne lui connaissait pas, laine gris clair, col droit, coupe sobre, et tenait 2 tasses de café. Pas l'expresso serré qu'il se faisait d'habitude, le café long qu'elle prenait le matin. « Tu n'as pas de réunion ?» dit-elle. « Je l'ai déplacé. » Ce détail, une réunion déplacée, lui qui ne déplaçait jamais ses réunions, entra dans sa conscience comme entre les détails importants, sans bruit, mais avec une solidité immédiate. Elle posa l'aiguille. 1 heure, oui. Ils sortirent à pied. Raphaël avait dans la tête une destination précise qu'il ne lui annonça pas, et Valérie n'en demanda pas. Ils marchèrent sur l'avenue de la Tour, tournèrent dans des rues plus petites du 16e, traversèrent le pont d'Iéna où la Seine était d'un gris argenté sous le ciel de janvier, les bateaux-mouches arrêtés pour la saison, les quais presque déserts. De l'autre côté du fleuve, la tour Eiffel se découpait contre le blanc du ciel avec la netteté d'une ligne tracée à l'encre. Ils marchèrent encore 10 minutes. Paris était silencieux comme seul Paris peut l'être en semaine en janvier, entre 9 et 10 heures du matin, quand le flux des pendulaires est passé et que la ville respire un peu avant que la journée s'installe vraiment. Quelques coureurs sur les quais, un livreur à vélo remontant la rue de l'université, une vieille dame sortant d'une boulangerie avec une baguette sous le bras. Raphaël s'arrêta devant une petite boulangerie de la rue Saint-Dominique. Une boutique ancienne, pas rénovée pour être photographiée, avec des carreaux de céramique blanc et bleu autour de la vitrine et une enseigne peinte à la main qui disait simplement « Boulangerie Lefebvre » depuis 1971. L'odeur du pain chaud traversait la porte vitrée et se répandait sur le trottoir froid. Il ouvrit la porte. Ils s'assirent à l'une des 2 petites tables à l'intérieur, des tables en formica, 4 chaises en bois, un verre avec des serviettes en papier, rien d'autre. La boulangère, une femme d'une 50aine d'années aux mains farineuses, leur apporta 2 cafés supplémentaires et un panier avec du pain au levain encore tiède et un petit pot de beurre en céramique. Elle ne leur demanda pas s'ils voulaient autre chose. Elle connaissait manifestement ce que les gens voulaient quand ils s'asseyaient à ces tables-là. Valérie rompit un morceau de pain, le beurra, le mangea lentement. Le pain avait une croûte épaisse et sonore, une mie aérée et légèrement acidulée, le beurre était de qualité. Pas ostentatoirement, simplement. Elle pensa que c'était exactement le genre d'endroit où rien n'essayait d'être autre chose que ce qu'il était. Raphaël avait les 2 mains autour de sa tasse. Il regardait la table. « Je ne sais pas comment on fait ça correctement, » dit-il. Elle attendit. « Je veux dire, je n'ai pas préparé de discours. Je ne suis pas venu avec une stratégie. » Il leva les yeux. « Je suis venu avec du pain et du café dans une boulangerie où personne ne nous connaît parce que c'est le seul endroit qui me semblait juste pour dire ce que j'ai à dire. » Valérie posa son morceau de pain. Elle le regardait sans l'aider, pas par cruauté, mais parce qu'il méritait de trouver ses propres mots et qu'elle était la dernière personne à en mettre d'autres à sa place. « Je voudrais que tu restes, » dit-il. « Pas dans le cadre du contrat, hors de tout contrat. Je voudrais recommencer depuis là, depuis maintenant, sans clause et sans délai et sans annexe. » Une pause. « Je sais que c'est moi qui ai commencé avec un document, mais ce que je te demande là n'est pas un document. » Le silence dans la boulangerie était peuplé de petits bruits ordinaires, le four au fond qui claquait, la radio basse derrière le comptoir qui passait une chanson des années 80, les pas de la boulangère sur le carrelage, des bruits de vie quotidienne, sans filtre, sans mise en scène. Valérie rompit un autre morceau de pain. Elle le beurra avec soin, avec cette attention qu'elle portait à tous les gestes concrets, et le mangea avant de répondre. Ce n'était pas une façon d'ignorer ce qu'il avait dit. C'était une façon de laisser les mots exister dans l'espace avant de les toucher. « J'ai une condition, » dit-elle finalement. Raphaël la regarda. « Mon atelier. » Elle posa les 2 mains à plat sur la table en formica. « Un espace à moi, avec mon nom sur la porte.
Pas une chambre d'appartement transformée provisoirement, pas un local loué par quelqu'un d'autre à mon nom, un atelier qui m'appartient, que je gère, que je développe selon mes propres termes. Elle soutint son regard. C'est non négociable. Je sais, dit-il. Elle attendit la suite, parce qu'il y en avait une. J'ai visité un local la semaine dernière, dit-il. Rue du Bac. 85 mètres carrés, double hauteur sous plafond, 2 grandes fenêtres côté cour. Le propriétaire est prêt à signer un bail commercial longue durée. Il marqua une pause. Le nom sur le porte, c'est le tien. L'acte de propriété du fonds de commerce, c'est le tien. Je ne figure nulle part sauf dans la case caution si tu l'acceptes. Et si tu ne l'acceptes pas, le local reste disponible et tu en parles à ta banque. Valérie le regarda longtemps. Tu as visité un local, dit-elle, la semaine dernière, sans me le dire. Je n'étais pas sûr que tu voulais l'entendre. Alors, j'ai d'abord vérifié que c'était possible. Pas de la manipulation. Elle le vit clairement. C'était la façon dont fonctionnait un homme qui préparait les choses concrètes avant d'annoncer les choses émotionnelles. Parce que pour lui, les preuves précédaient les déclarations. Elle ne pouvait pas lui reprocher d'être ce qu'il était. C'était précisément ce qu'il était depuis le début, et elle l'avait toujours su. « Je veux voir le local avant de décider, » dit-elle. « Bien sûr. Et je veux décider seule. » Je sais. Un autre silence. Dehors, un homme passait avec un chien, un épagneul roux qui s'arrêta devant la vitrine de la boulangerie et regarda à l'intérieur avec l'intérêt concentré et dépourvu de gêne que les chiens ont pour les lieux qui sentent bon. Son propriétaire le tira doucement par la laisse et ils repartirent. Valérie sourit, un sourire petit, involontaire, déclenché par le chien et non par la situation, ce qui le rendit parfaitement authentique. Raphaël le vit. Et quelque chose dans sa posture changea. Les épaules, peut-être, ou la façon dont il tenait sa tasse, une légèreté qui ressemblait à du soulagement, mais qui était plus profonde que ça, qui ressemblait à quelqu'un qui reprend de l'air, après avoir retenu sa respiration sans s'en rendre compte. « Quand est-ce qu'on peut y aller ?» dit-elle. « Cet après-midi, si tu veux. » Elle hocha la tête. Elle finit son café. Le pain au levain était presque entièrement mangé. Le beurre avait fondu dans le pot en céramique, légèrement doré sur les bords. « Raphaël !» Il leva les yeux. « La prochaine fois que tu visites quelque chose en rapport avec ma vie, tu m'emmènes avec toi. » Il soutint son regard. « D'accord. C'est non négociable aussi. » « Je sais. » Ils payèrent et sortirent dans la rue froide de janvier. Le soleil avait légèrement progressé depuis leur arrivée et projetait maintenant une lumière oblique sur les façades de la rue Saint-Dominique, un doré pâle qui rendait les pierres plus chaudes qu'elles n'étaient réellement. Valérie glissa les mains dans les poches de son manteau camel. Raphaël marchait à côté d'elle, à la distance exacte de quelqu'un qui ne présume rien mais est là. Ils retournèrent vers l'appartement par les quais. La Seine reflétait le ciel blanc. Les platanes le long du quai Anatole France étaient dépouillés et beaux dans leur dénuement, les branches traçant des lignes nettes sur le blanc du ciel. Un coureur passa devant eux, soufflant une buée légère dans l'air froid. Une péniche amarrée balançait doucement sur l'eau calme. Valérie pensait au local de la rue du Bac. 85 mètres carrés, double hauteur, son nom sur la porte. Elle pensait à sa mère, qui ferait bientôt sa dernière séance de kinésithérapie. Les progrès avaient repris, réguliers et solides, et le médecin parlait d'une sortie progressive du protocole intensif pour le printemps. Elle pensait aux 7 employés qu'elle imaginerait plus tard, aux boutiques qui commanderaient ses pièces, aux tissus de M. Grange de Lyon alignés sur des étagères dans un espace qui lui appartiendrait vraiment. Elle pensait au vendredi soir sur le sol de l'atelier. 2 mois plus tard, par un matin de mars où Paris sentait le printemps de façon presque agressive, les bourgeons sur les marronniers des Champs-Élysées, les terrasses de café qui rouvrent leurs volets, l'air qui change de texture en une nuit, Raphaël s'agenouilla dans la boulangerie Lefebvre de la rue Saint-Dominique, à la même petite table en formica, avec la même boulangère aux mains farineuses qui fit semblant de ne pas regarder depuis son comptoir. Il n'avait pas de ring ostentatoire. Il avait une bague simple, or blanc mat, un saphir bleu marine de taille modeste, sobre et précis,
qu'il avait choisi seul pendant des semaines, avec l'aide de rien d'autre que sa propre connaissance de ce que Valérie aimait, qui était le contraire du spectacle, et l'exact endroit où la beauté rencontre l'utilité. Il n'avait pas préparé de discours cette fois non plus. « Je te l'ai déjà demandé d'une certaine façon, dit-il, mais cette fois, c'est en dehors de tout document. » Valérie regarda la bague dans l'écrin ouvert posé sur la table en formica. Elle regarda Raphaël agenouillé, dans son manteau gris clair, dans cette boulangerie sans prétention qui sentait le pain chaud et le café, sans aucun spectateur, sauf la boulangère qui regardait quand même depuis son comptoir. Elle pensa que si elle avait dû choisir, elle n'aurait pas choisi autrement. « Oui, dit-elle, et puis, avant qu'il se relève, avec ma condition. » Il sourit. Un sourire qu'elle connaissait maintenant, rare et entier, le genre qu'on ne peut pas décider de faire. L'atelier rue du Bac. Mon nom sur la porte. Ton nom sur la porte. Elle prit sa main pour l'aider à se relever et la boulangère applaudit une seule fois depuis son comptoir, brièvement, avec l'enthousiasme discret de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans une vie et sait reconnaître celles qui méritent un geste. 2 ans après ce matin de mars, l'atelier Valérie Moreau-Diop de la rue du Bac avait 7 employés, une liste d'attente pour les commandes de haute couture sur mesure et fournissait en pièces exclusives plusieurs boutiques importantes du 7e et du 8e arrondissement. Le nom sur la porte était en lettres noires, sur fond ivoire. Une typographie sobre, choisie par Valérie elle-même sur un carnet de croquis un dimanche après-midi, avec le soin qu'elle apportait à tous les détails qui duraient. Madame Claire Moreau avait terminé son protocole de kinésithérapie au printemps. Elle marchait avec une légère asymétrie que seuls ceux qui la connaissaient bien remarquaient, et elle épluchait de nouveau ses carottes dans sa cuisine de la rue de la Roquette le mardi soir, ce qui était pour elle la meilleure des preuves que les choses pouvaient revenir. Pas exactement pareilles, mais revenir quand même. Hélène Diop et Valérie n'étaient pas devenues amies, mais elles s'étaient rencontrées une 2e fois, seules, dans un café du 9e arrondissement un après-midi de novembre, et avaient parlé pendant 2 heures de choses qui n'avaient rien à voir avec le fond ni avec le mariage, de Saint-Denis, de Paris, de ce que voulait dire élever quelqu'un dans un monde qui ne ressemble pas au sien. Elles s'étaient quittées sans promesse de se revoir, mais avec la reconnaissance silencieuse de 2 femmes qui s'étaient regardées en face et avaient vu quelque chose de juste de chaque côté. Le statut familial de Diop Capital avait été révisé par vote lors de l'assemblée annuelle de février. La clause sur le mariage avait été supprimée. Raphaël avait voté pour. Hélène Diop s'était abstenue, ce qui, venant d'elle, valait un acquiescement. Et tous les vendredis soirs, sans exception, sans annulation pour réunion tardive ou voyage d'affaires ou événement corporatif, parce que le vendredi soir était désormais une ligne dans l'agenda de Raphaël marquée simplement V, et que personne dans son équipe n'osait plus la toucher, il s'asseyait sur le sol de l'atelier de la rue du Bac, avec 2 assiettes du restaurant portugais de la rue de la Pompe, le dos contre le mur sous les mannequins et les portants, les tissus tout autour, la lumière de la lampe de travail découpant un carré de clarté dans la pénombre. Ils mangeaient en silence ou en parlant, selon les soirs. Parfois, l'un regardait un patron que l'autre ne comprenait pas entièrement, mais écoutait expliquer avec attention. Parfois, il ne disait rien du tout pendant 1 heure entière et ce n'était pas un problème. Et là, dans cet atelier qui sentait le tissu neuf et le café du matin, avec Paris qui pulsait doucement au dehors et le bruit lointain du boulevard Saint-Germain qui montait par les fenêtres ouvertes du printemps, Valérie Moreau-Diop comprit que la vraie richesse n'était pas dans les chiffres du fond, ni dans le nom sur la porte, ni dans les commandes des boutiques du 7e, pas dans les 250 000 € qu'avaient payé un loyer arriéré, et une assurance santé et la liberté de ne pas avoir à choisir entre dignité et survie. Pas dans l'appartement du 16e, ni dans les événements avec les investisseurs, ni dans aucune des structures que la vie construisait autour des gens pour les définir de l'extérieur. C'était dans la présence, c'était dans le riz aux légumes partagé sans nappe et sans prétention, c'était dans quelqu'un qui frappait à la porte ouverte parce qu'il avait appris que l'espace d'une personne lui appartient.
même quand on l'aime. C'était dans les mots qu'on choisit quand on n'a plus de stratégie, quand il ne reste que ce qu'on ressent vraiment, nu et irréductible et vrai. C'était dans rien ne sera annulé, dit à voix basse dans un couloir, sans document, sans clause, sans garantie, juste un homme avec ses clés dans la main et quelque chose de réel à perdre. C'était dans le pain tiède d'une boulangerie sans prétention, un matin de janvier, avec du beurre fondu dans un pot en céramique et un chien roux derrière la vitrine. C'était exactement ça. Rien de plus, rien de moins. Et c'était tout.